Donc mon mari c'est Jean-Pierre Maroujou. Sur son passeport c'est Giampiero, donc c'est pour ça des fois on voit Giampiero ou Jean-Pierre. Donc c'est un chef d'entreprise. Avant il a travaillé pour des grosses sociétés, des gros postes en expatriation. On est en expatriation depuis des années, on a fait plusieurs pays. Et donc on arrive au Qatar. Il a monté sa société en 2006 à peu près, de location personnelle, intérim et surtout formation. Et donc ça a démarré tout doucement, et puis après ça a relativement bien marché, même très bien marché. Il avait des contrats avec toutes les grosses sociétés qataries, Qatar Gaz, Qatar Petroleum, Qatar University, et puis tous les trucs, les énormes trucs, quoi. Donc ça marchait très très bien. Dans le centre de formation, le bureau, quoi, il y avait énormément de monde tout le temps, quoi. Ça marchait bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout étranger qui vit au Qatar donc, a un sponsor. Le sponsor n'est pas sponsor pour rien, c'est leur travail. C'est-à-dire ils sponsorisent, ils sont le parrain des étrangers, c'est pas gratuit. C'est que la personne, tous les mois ou tous les ans, donne de l'argent sur son salaire ou bien sur les bénéfices de la société. Tous, sans exception. C'est pas un acte d'amour qu'ils font en étant les sponsors, hein. C'est du business, c'est de l'argent qu'ils veulent. Donc dans le cas de mon mari, parce que c'était une société, il faut savoir aussi qu'au Qatar, il n'y a pas de garantie bancaire. On ne fait pas des garanties bancaires, il n'y a pas de prêts dans les banques, il n'y a pas des trucs comme ça n'existe pas. Avec le système justement islamique, ça ne marche pas comme ça. Donc toute personne qui a une société doit faire des chèques de caution à son sponsor. C'est-à-dire, ils évaluent à peu près combien ils peuvent gagner, combien ils pourraient gagner à la fin de l'année par rapport aux bénéfices de la société. Alors c'est par mois ou par année, mais généralement c'est par année. Donc le chef d'entreprise étranger signe des chèques d'un montant élevé, très souvent, un ou plusieurs chèques même. Hein. Il peut en avoir 2, 3, 4, 5 chèques. Le sponsor garde les chèques avec lui. Et tous les ans, on va dire, il reçoit une certaine somme par rapport aux bénéfices de la société. Qui sont comme des sommes élevées, hein, c'est pas rêvé non plus. Et donc, même une fois qu'il a touché cet argent, des bénéfices, il garde les chèques avec lui, il ne les rend pas. C'est pas qu'il les rend une fois qu'il a eu les bénéfices, non, il les garde. Donc, après, il peut les déposer n'importe quand. C'est toujours une épée de Damoclès sur n'importe quel entrepreneur. Mais c'est tout le monde, hein, c'est comme ça, c'est pas une exception, c'est la règle là-bas. Donc cette personne-là, une fois que la société a très bien marché, il a demandé à mon mari de lui donner les parts gratuitement de la société. Mon mari, au début, il n'avait pas compris, quoi. C'était revendre ses parts. Il m'en avait même parlé, il m'a dit « Ah ben c'est bien, je crois qu'on va gagner un peu d'argent, je vais vendre les parts de la société et puis on va partir à l'étranger, ou on va retourner en France, je sais pas ce qu'il m'avait dit. » Puis c'était pas ça, quoi. Il n'avait pas compris que c'était gratuitement. Donc il a refusé. Et donc le sponsor l'a menacé. Il lui a dit de toute façon, tu n'as que 49% de la société. Ah oui. Autre chose, quand le sponsor sponsorise à l'étranger, automatiquement, c'est la loi, 51% de la société lui appartient, sans qu'il ait mis un centime. Aberrant, hein? Aberrant, mais c'est la réalité. Ils ne mettent pas un centime et plus la moitié leur appartient. Donc ils ont dit à mon mari, il a dit à mon mari, de toute façon, tu n'as rien à dire. Si on fait une réunion de famille, ou je sais pas ce qu'il avait dit, tu auras tort. On récupère tout, tu auras rien. Voilà, c'est comme ça. On t'a averti, bon, voilà, tu ne veux pas entendre, mais c'est comme ça. Donc il a dit, si tu portes plainte ou si tu en parles, tu iras en prison et ta famille ne sortira plus jamais du Qatar. Autre point important, le sponsor est le seul qui a le droit de signer le visa de sortie. Parce que quand on rentre dans un pays, pour travailler je parle, hein, pas pour tourisme, il faut un visa de travail. Ou un visa, pour les conjoints, il faut un visa. Mais ce visa ne peut être signé que par le sponsor. Si le sponsor est en vacances, vous ne sortez pas du pays. Si le sponsor vous fait la tête, il ne signe pas le visa. Si le sponsor ne veut pas, il ne signe pas, vous n'avez pas de visa de sortie, vous ne sortez pas du pays. Donc c'est ça c'était sa menace envers mes enfants et moi. Et c'est ce qui s'est passé puisque mes enfants ont été bloqués 2 fois, 2 années de suite. Je ne peux pas plus sortir. On a dû contourner d'une certaine manière, mais ils ont été bloqués 2 fois. Autre chose, quand donc, il y a des chèques sans provision, c'est du pénal, c'est-à-dire c'est une peine de prison et je dirais l'amende, c'est même pas l'amende, il faut rembourser la totalité du chèque, en plus de la prison. Normalement, un chèque, c'est 10 mois de prison
et remboursement total de la somme. Donc quand il a dit à mon mari, si tu portes plainte, tu vas en prison, tu finiras en prison et ta famille ne sortira jamais, mon mari n'a rien dit. Donc ils ont commencé à capter les actifs de la société, ça veut dire à prendre tous les contrats et les passer sur la société de leur cousin. Tous les contrats, tous les gros contrats. Donc plus d'argent qui rentrait, puisque en même temps ils avertissaient tout le monde autour de ne plus faire de contrat avec mon mari. Mon mari a réussi à en avoir un petit peu à droite à gauche sur des petites sociétés, des petits trucs, mais pas grand chose. Mais le nombre d'employés restait le même. Hein. Donc je veux dire, l'argent à sortir de la société pour payer les gens, tout ça, restait le même. Payer le bureau, payer la maison, payer tout ça, ça faisait partie du contrat de mon mari. Il n'y avait plus d'argent. Donc mon mari a tapé sur nos réserves, les économies qu'on avait fait. Voilà. Donc après, nous on s'est retrouvés, même on n'a plus d'argent. Donc ils ont tout vidé, capté les actifs. Après ils ont vidé le compte en banque. Et pour bloquer mon mari définitivement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé le chèque de caution. Chèque de caution, c'est-à-dire travel ban. Un travel ban, c'est une interdiction de sortie du pays, c'est juridique. Donc, mis à part le fait qu'il signe le visa, il n'y a pas de visa, hein. Il a un travel ban, du pénal, prison, tout ça. Plus d'argent. Donc, il a fait en sorte de clôturer toutes les sorties de possibilités. Il faut savoir que parallèlement à ça, quand il a commencé, le sponsor à menacer mon mari, à faire tout ça, mon mari, qui était président des Français à l'étranger, l'UFE, de manière apolitique, il s'occupait juste de faire... il s'occupait des problèmes, comment dire, comme l'ambassade ne peut pas s'occuper des Français qui sont en prison ou des choses comme ça, c'est l'UFE qui s'en occupe, le président de l'UFE. Donc c'était le travail de mon mari, pas le travail, c'était du bénévolat. Et donc il s'occupait des gens, on faisait des soirées, où moi je cuisinais, on faisait des trucs, donc il y avait beaucoup de monde qui arrivait, entre 50 et 200 personnes tous les mois. Ils appelaient ça l'oasis de l'amitié. Donc il s'occupait de personnes, et il s'est occupé notamment de Stéphane Morello, l'entraîneur qui est encore bloqué au Qatar. Et par rapport à ça, il a été interviewé par Capital M6 qui était venu un jour. Ben, il a refusé plusieurs fois des interviews. Il ne voulait pas. Et un jour, énervé de ce qui arrivait justement, tous ces trucs-là de sponsors, et puis Stéphane Morello, tout ça, il a accepté de faire ce reportage, mais il ne m'a pas dit ce qu'il avait dit. Je l'ai découvert quand c'est passé à la télé. Il a dit la vérité. Il n'a rien inventé, quoi. Il a même anticipé sur ce qui allait lui arriver. Il a dit le sponsor, c'est un racketteur. Voilà, il rackette, et puis c'est d'esclavagisme moderne. Et il a expliqué tous les papiers d'identité sont co-signés par le sponsor. On a ID card, sa carte d'identité, il y a notre signature et le sponsor à côté. Le permis de conduire, il y a notre signature et le sponsor à côté. Tout. On ne peut pas ouvrir de compte en banque si le sponsor n'a pas signé, on peut rien faire. On lui appartient à tous les niveaux. Donc mon mari a fait ce reportage, quand c'est sorti, ça n'a pas plu à plein de monde, et surtout pas à ce sponsor qatari qui a décidé que de toute façon, maintenant, rétroactivement, on est presque sûr, je dirais même, que tout ça a été anticipé, parce que c'est, comment dire, on a eu plein d'informations que c'est des pratiques très courantes d'escroquer les étrangers. Je vais vous dire pourquoi après. Et donc il s'est énervé, il n'a pas été content, mais il a accéléré le processus pour mettre mon mari dans cette situation. Donc il a vidé certainement le compte plus rapidement, il a déposé ce chèque de caution, qui forcément n'était pas provisionné puisqu'il n'y avait plus d'argent, et voilà. Et donc tous les autres chèques que mon mari avait fait pour la société, c'est-à-dire le paiement de loyer du bureau, de la maison, ou bien différents trucs, sont tous retrouvés sans provision. C'est comme s'il avait signé sa condamnation à mort, quoi. Voilà. Avec un système juridique qui ne fonctionne que pour les Qataris. Il n'y a jamais, jamais, jamais aucun étranger qui a gagné un procès ou quoi que ce soit contre un Qatari. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne faut pas se dire, ça n'existe pas. À la rigueur, il vous expulse du pays, mais vous n'aurez jamais raison face à Qatari. Il est en prison, il fait une grève de la faim parce qu'il n'en peut plus de toute cette injustice. Parce que tout ce qui s'est passé, toutes ces accusations sur lui, tout ça, ces chèques sans provision, oui, il y a eu des chèques, bien sûr, puisqu'il était chef d'entreprise, il a fait des chèques de société. Et donc, comme le sponsor a vidé le compte en banque, bien sûr, ils sont devenus non provisionnés, ces chèques. Donc, il est accusé de ça. Il a bien signé les chèques, mais ils ne sont pas non provisionnés pour rien. C'est un détournement du sponsor.
Donc il n'a jamais pu s'expliquer devant un juge, ni devant un avocat, il n'a jamais pu y avoir un vrai procès ou quelque chose, rien. Donc il n'en peut plus de toute cette injustice, et ça, il en peut plus. Et il sait très bien que ça n'avancera pas, quoi. On s'est enfoncé depuis quelques mois, enfin même quelques années. Donc déjà il veut faire bouger les choses, premièrement, mais parallèlement, il n'en peut plus, il n'arrive plus, quoi. Et il n'arrête pas de me dire... si ça se trouve, il n'arrivera jamais à sortir. Et il faut que je m'habitue au fait que peut-être que je vais être veuve. Parce que s'il continue au Qatar dans cette direction-là, ils vont l'accuser de tout pendant 20-30 ans, et donc il ne sortira jamais. Et il sait très bien ce qu'il me dit, tant qu'il sera vivant en prison, je ne vivrai pas. Je vivrai dans l'angoisse permanente, et mes enfants aussi. Donc il a dit... Pardon. Il préfère mourir que nous faire endurer ça. Voilà. Donc on en est arrivé là. Et là, donc vous avez fait une pétition pour essayer de le faire sortir en ce moment? J'ai fait une pétition avec un ami pour alerter déjà, pour alerter sur la gravité des choses, et puis pour essayer de faire bouger quelque chose, mais je ne sais pas si une pétition peut faire quelque chose. Vous appelez les gens à signer la pétition À signer la pétition et arriver à un certain nombre de signatures pour que ça soit envoyé. On a mis au président François Hollande, à l'émir et au ministère des Affaires étrangères. Je voulais aussi que ça soit envoyé à la Commission européenne des droits de l'homme. Apparemment, je pouvais mettre que 3 noms. Et le sponsor qui était avec lui, oui. Il a eu quelque chose, lui ou... Jamais rien. Rien, mais vraiment rien. Il n'aura rien. Pourquoi? Parce que le système de sponsorship au Qatar protège complètement le Qatari contre, parce que c'est comme une sorte de lutte contre l'étranger. Donc ils ont tous les droits, vraiment. En plus, pour rajouter au problème, il est de la famille royale, Al-Thani. Et donc dans sa famille, il y a des procureurs, je ne sais pas si procureur général, qui est au-dessus de la justice, du ministère de la Justice. Je ne sais pas si c'est de sa famille ou pas, mais en tout cas il y a des procureurs, il y a des juges, il y a tout le monde. On a toute la machine contre nous. Et là, ça fait combien de temps qu'il est en prison, votre mari? Là, ça fait... il est rentré le 7 ou 8 septembre pour la dernière fois, quoi. Et donc il fait une grève de la faim depuis maintenant 16 ou 17 jours, j'arrive plus me souvenir, quoi. Et depuis, vous avez des nouvelles, là, depuis quelques jours? Alors il arrive à m'appeler avec un téléphone illégal, en prison, de temps en temps. Voilà. Donc j'arrive à avoir des nouvelles comme ça. Mais quand j'en ai pas, je suis... c'est dur, quoi. Je me dis, ça y est, il est mort en prison, quoi. Et personne ne me dira rien. Il m'a dit hier qu'il a eu un contrôle de santé, une espèce de visite médicale, parce que dans la prison où ils l'ont mis, la dernière prison, il y a une semaine, où ils l'ont déplacé, sans savoir pourquoi, il y a un service médical. Je ne sais pas si c'est une infirmerie ou un peu plus développé qu'une infirmerie. Et ils ont fait donc un contrôle hier de pression sanguine, test sanguin, radio des poumons, tout ça. Alors sachant qu'il ne peut presque plus marcher, et il a du mal à articuler, parler, tout ça, à réfléchir. Il est quand même 17 jours sans manger, quoi. Et il boit presque rien, quoi. Ils m'ont dit que c'était super, tout allait bien. Génial, super. Donc moi j'ai envoyé un courrier, un mail plutôt à la consul de France, là-bas, en disant que j'étais vraiment pas contente, évidemment pas contente de ce qui se passait, et je leur disais, j'ai informé de ça, qu'il avait fait un contrôle et que tout allait bien pour eux, très bien. Ils voient bien que mon mari n'arrive même pas à marcher, pas à se déplacer, il ne tient pas debout plus d'1 heure, il est en train de mourir. Je dis alors le jour où ils vont le trouver mort, ils vont nous annoncer juste qu'il est en train de faire une sieste. Voilà, on en est là, quoi. C'est ridicule. On atteint des sommets de ridicule dans tous les domaines. Donc je ne sais même plus quoi dire, je ne sais même plus quoi faire. Il n'y a aucun politique qui s'en mêle, rien, rien. C'est le silence complet partout. Je ne sais pas si une histoire comme ça alerte pas l'opinion publique, alors quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, c'est que ça peut toucher n'importe quel étranger qui va au Qatar. Hein. Enfin, ça touche n'importe quel étranger, la preuve. Ils en parlent maintenant avec les Népalais. Mais il y a pareil, il y a les Pakistanais, les Indiens, les Philippins, et puis les autres étrangers. Hein. Tout le monde est assujetti à la même loi du sponsor. Donc tout expat qui va là-bas appartient à son sponsor et voilà, il est victime. Hein.
C'est un racket, de toute façon, hein. Il y en a plusieurs qui l'ont dit. Donc il faut alerter les gens sur la réalité des choses là-bas. En même temps, j'alerte sur mon problème particulier, voilà, sur celui de mon mari. Voilà. Mais je vois rien. C'est ça qui est désespérant. Rien du tout. Donc 80% des gens qui sont en prison pour des chèques sans provision. 80%. Sur ces 80%, 90% sont des étrangers, c'est-à-dire des non-qataris. D'accord ? Et ces 90%-là, étrangers, ils sont là pour des chèques qu'ils ont faits entre 2010 et 2012, c'est-à-dire quand il y a eu la crise. Les Qataris donc ont fait ces chèques de ces personnes ont fait des chèques de caution et les Qataris les ont encaissés. Donc ces personnes se sont retrouvées, je ne sais pas s'ils ont vidé les comptes ou pas, je ne sais pas, j'ai pas le détail de tout ça, mais c'est 90% d'étrangers pour des chèques sans caution. Donc c'est c'est une pratique malheureusement courante. Et mon mari a pu discuter, il peut, parce que c'est pas du passé encore, discuter avec plein de détenus. Et c'est une histoire tellement courante que ça en devient banal. Mais mon mari, c'est le seul Français en prison. Il a trouvé un occidental, un Autrichien, qui est là aussi pour un chèque sans caution. Mais il n'y a aucun autre étranger en prison, occidental. Donc c'est vraiment une pratique très très courante, très, très développée. Donc c'est grave, quoi. Quand on est étranger, là-bas, c'est dangereux. J'ai envie de dire, n'y allez pas. Bien sûr que les gens veulent voir, en général les gens ne croient pas à ça. C'est tellement énorme, ce que je dis, que je comprends bien que les gens ne peuvent pas croire. Et moi j'ai vécu 7 ans là-bas. Et 7 ans les yeux ouverts. Pas les 7 ans à faire les boutiques et les yeux dans les magazines. 7 ans les yeux ouverts, j'ai regardé ce qui se passait autour de moi. Et j'ai vu vraiment des tas de choses qui n'étaient pas normales. Hein. Vraiment, beaucoup. Mais ces chiffres-là, je ne les connaissais pas. C'est dramatique. Donc c'est, c'est une institution. Ils ont dit que quand le nouvel émir a été mis en place il y a 3 mois, qu'ils voulaient revoir ce système de sponsorship, ce qui est la loi du travail, quoi. Et des experts sont venus, ont fait des études, ils ont bien regardé, et ils en ont déduit au bout de, je ne sais plus, 1 mois, 2 mois, que, en fait compte, c'est un avantage que les Qataris, il faut savoir, en fait compte, c'était parfait. Il n'y avait rien à changer. Tous les Qataris étaient contents, satisfaits de ce système de sponsorship. Et ils ne voulaient surtout pas qu'on y touche. Surtout. Donc, ils n'ont rien touché. Donc, je ne sais pas ce qu'il va falloir pour que ça bouge, mais à moins qu'ils veuillent continuer comme ça. Hein. Mais maintenant que ça a été dénoncé et que ça va continuer à dénoncer, je ne sais pas ce que l'opinion publique internationale va faire. Parce qu'on voit l'émir et puis ses parents qui étaient reçus et qui sont reçus par la reine d'Angleterre, par le président français, par Obama, qui vont à l'ONU, ils vont partout. Voilà, ça se passe très bien. Alors qu'il y a ça. Les droits de l'homme n'existent pas là-bas. Il y a un bureau, hein. C'est vrai, il y a un bureau. Mais c'est des potiches, il n'y a rien. Comment on peut accepter ça? Parce que moi, je les ai vus, les ouvriers travailler là-bas, pendant la saison chaude ou en dehors. Hein, parce qu'on parle maintenant de tous ces Népalais qui tombent et qui meurent. Mais quand je suis arrivée en 2005, moi, j'en ai vu plein tomber du haut des immeubles. Parce qu'il n'y avait aucune protection au bord des constructions. J'étais dans un immeuble en face au départ, parce que je n'avais pas de maison. Et je voyais les gens qui tombaient. Boum. Oui, il n'y avait rien du tout. C'est pas des blagues, j'ai vu ça pendant des mois. Enfin, je suis restée 1 an dans cet appartement. Et les gens dans la rue, on les voit quand c'est la fin de leur 14 heures de travail. Là. Ils courent tous comme des fous pour rejoindre un bus où il y a 40 places et eux sont 70. Donc c'est les premiers qui arrivent qui ont une place. Les premiers qui arrivent au campement, c'est eux qui auront droit à avoir un lit, puisqu'il y a dans une chambre, on va dire 4 lits pour 12 personnes. Donc vous imaginez bien, pas d'eau courante, pas d'électricité, rien. Ils sont traités comme des esclaves. Moi, j'ai dit plusieurs fois que l'être humain au Qatar, l'être humain étranger. Alors, quand je dis étranger, c'est tout ce qui n'est pas qatari. Hein. C'est du consommable. C'est tout. Ça résume tout. C'est du consommable. On prend, on jette. On prend, on jette. Toutes les nationalités. Hein.
Donc on n'a pas plus de valeur que ça. Tant qu'ils n'auront pas compris, tant qu'ils n'ont pas compris, ou tant qu'ils ne voudront pas prendre en compte la valeur de l'être humain, ça ne marchera pas. Et tant que la communauté internationale fera passer ça pour un détail, qui c'est qui en empêchera? Parce qu'il faut savoir qu'à Bahreïn et à Abu Dhabi, Dubaï, le pays qui est à côté, il y avait ce système de sponsorship avant. C'était pareil, quand je suis arrivée en 2005. C'était comme ça. Et entre-temps, ils ont arrêté ce système de sponsorship. Il a plus cours maintenant. Pourquoi? Parce que une pression internationale, je ne suis pas sûre à 100%, mais j'avais entendu que c'était les Nations Unies, leur ont mis la pression. Donc c'est à vérifier si c'est les Nations Unies ou une autre instance internationale. Leur a mis la pression pour qu'ils arrêtent ce système de sponsorship. Ils ont arrêté. Donc à Dubaï, à Abu Dhabi. Bahreïn, il faut voir. Qatar, non. C'est quand même aberrant. Hein. Parce que moi j'en ai vu crever de soif ou dans la rue, là, ils sont comme des animaux, quoi. Tout le temps, tout le temps. Donc les gens tournent la tête, comme ça. Et j'en ai même, alors pour vous dire, hein, c'est même dramatique. Après j'étais dans une grosse maison, quand notre vie allait mieux, et il y a plusieurs fois, enfin, même couramment, parce qu'après ça devait se savoir, il y a des ouvriers, ces ouvriers-là qui, comment dire, qui n'ont plus de passeport, qui n'ont plus de visa de sortie, qui n'ont plus de salaire, parce que quand ils n'en veulent plus, ils les jettent. Et voilà, ils ne s'occupent plus de lui, parce qu'il y en a plein qui ne s'occupent plus d'eux, il y en a qui sont comme des clochards, des SDF là-bas. Ils ne peuvent plus rien faire, plus travailler, plus rien faire, enfin travailler légalement. Donc il y en a plusieurs qui sont venus toquer à ma porte pour que je les nourrisse. Et c'était dans des états physiques et moraux, c'est vraiment, on peut même pleurer maintenant. C'était choquant. Donc plusieurs fois on a nourri, on a donné, j'ai même donné des habits, des trucs. Je prenais même des habits à mon mari, des habits qu'il mettait encore, je donnais. Mais comment dire, il y a la police qui tourne partout dans ces quartiers, j'étais dans des quartiers un petit peu chics, quoi. Et ben, il suffit que quelqu'un appelle, et puis ils les ramassent et ils les mettent en prison. Alors ce qui peut leur arriver de mieux, c'est de se faire expulser et ramener dans leur pays, quoi. Enfin, je sais même pas si c'est ce qu'il y a de mieux, je sais pas. Enfin, il y a tellement d'histoires et tellement de choses, je pourrais parler des heures et des heures du Qatar. Des choses que j'ai vues, quoi, hein, que j'ai vues, que j'ai touchées du doigt. C'est vraiment glauque. Donc moi je voyais, parce que pendant des années j'ai rien dit à personne, ni à mes parents, ni à ma famille, mes amis, rien, personne. Je disais rien, j'avais tellement peur, tellement peur, tellement peur. Donc personne ne savait qu'on avait des problèmes comme ça, qu'on avait cette épée de Damoclès sur la tête. Parce que mes parents nous ont prêté de l'argent pendant quelques années pour qu'on vive. Mes beaux-parents aussi nous ont prêté de l'argent parce qu'on n'avait plus rien. On a vendu des meubles, on a vendu des habits, parce qu'à la fin on n'avait plus à vivre, puisque le sponsor entre-temps avait fermé la société. Donc on n'a pas le droit de travailler, puisqu'il n'y a pas eu de changement de sponsor. On n'est pas passé chez un sponsor, on n'a pas travaillé, on n'a plus de compte en banque, on n'a plus le droit d'avoir une assurance voiture, on n'a plus rien. C'est ça la réalité. Alors quand on a vécu, nous on a bien vécu pendant une période de notre vie, ça n'a pas été toujours aussi bien, parce qu'on était comme tout le monde, hein, on a eu des hauts et des bas. Et là c'était une période où financièrement ça allait, et on est descendu plus bas que terre. Maintenant je vis chez mes parents, j'ai aucun revenu, je ne trouve pas de travail, j'ai le RSA, et puis l'allocation familiale, c'est tout. Voilà, j'ai rien. J'ai plus d'argent en banque, on n'a pas de maison, pas de voiture, pas de compte en banque, on n'a rien. J'ai un compte en banque de 300 € dessus, voilà, pareil. Et donc, et des gens comme moi, là-bas, il y en a plein. Des occidentaux, je sais qu'il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais tout ce qui est indien, philippin, tout ça, il y en a. Parce qu'il y a 200 000 Qataris pour 1,8 million d'étrangers. Et 1,8 million d'étrangers. Donc la balance, c'est quand même énorme. Hein. Donc ils ont besoin d'esclaves. Donc moi j'aurais presque envie de dire allez-y pour découvrir, mais non, n'y allez pas, quoi. N'y allez pas. Il faut juste informer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de propositions de contrats qui sont faites par le Qatar pour des sportifs, des entraîneurs de foot, de tennis, ou des ingénieurs, ou des gens qui ont des qualités, qui savent faire des choses. Les salaires de départ sont intéressants. Pas toujours. Moi je sais qu'en étant enseignant, je ne gagnais pas grand-chose. Nous c'est vraiment même minable. Mais pas grave, mon mari avait un salaire. Après, il n'a plus de salaire, donc c'était plus difficile.
Mais les gens sont attirés par ça en disant mais tiens, je vais mettre de l'argent de côté et tout ça. Mais les salaires, enfin les loyers sont très très élevés, la nourriture est chère, tout est cher. Donc on n'économise pas tant que ça non plus, il ne faut pas rêver. Et en plus, le risque est énorme. En pensant qu'on va bien gagner sa vie, qu'on va pouvoir mettre de côté, maintenant avec ce que j'ai vécu en 7 ans et maintenant ce que je vis, je me dis mais nous on a été là-bas parce que le domaine de mon mari, on ne trouvait pas de travail ailleurs. On ne trouvait pas de travail en France, donc on est à l'étranger. C'est pas, il ne faut pas croire que tous les gens qui vont travailler à l'étranger font ça par évasion fiscale. Ça, c'est un rêve, c'est des histoires. Bien sûr qu'il y en a qui le font, mais c'est pas tout le monde, quoi. Moi, si j'avais du travail en France, là, je suis en France depuis 1 an, j'ai trouvé qu'une semaine de cueillette de Mirabelle en 1 an. Alors, les gens, bien sûr, qui vont à l'étranger pour trouver du travail. Tout le monde ne part pas pour pas payer d'impôts. Hein. Ça, c'est des fantasmes. Hein. J'aimerais bien, moi, payer des impôts. Hein. Je suis même pas imposable. Ils ont ri quand ils m'ont vu à Hayange faire ma déclaration. Ils m'ont dit des histoires comme ça.